La semaine dernière, éclaté dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, une grève inédite, un mouvement de protestation soutenu par les directeurs d'établissements. En cause, la dégradation des conditions de travail, souvent liées au manque de moyens et d'effectifs. Conséquence de ces cadences infernales imposées au personnel, une maltraitance quasi institutionnalisée de nos aînés. C'est dans ce contexte que la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian, s'est rendue dans une maison de retraite à Fresnes. Reportage. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour, enchantée. Alors vous êtes bien installée là avec des belles... Toute ma famille. Ah oui. À 93 ans, Janine Tremblay fait beaucoup plus jeune que son âge. Mais aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de vivre seule chez elle. Jusqu'à 87 ans, j'étais très bien. Et puis d'un seul coup. Quelques jours après la grève nationale dans les maisons de retraite, la sénatrice Sophie Taillé-Polian est venue constater par elle-même le manque de personnel dans l'établissement Résidence d'automne à Fresnes. Par rapport à la situation là, des gens qui vous soutiennent, qui vous aident au quotidien. Elles ont beaucoup de travail. Franchement, elles ont trop de travail. Hein, ces personnes, que vous voulez qu'elles fassent bien, elles ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'elles ne peuvent faire. Hein. C'est pas possible. Une surcharge de travail qui s'explique en partie par l'état de santé des résidents. Sur les 728 000 personnes vivant en maison de retraite en France, 57% sont en situation de forte dépendance. Il y a 30 ans, les personnes rentraient et étaient des personnes de 70 ans qui étaient plutôt valides. Maintenant, nous recevons des personnes qui sont invalides, dont il faut s'occuper à 100%, quasiment, pour la plupart. Les pathologies sont multipliées. Nous avons des gens qui ont des troubles de la déglutition de manière très importante. Ça mobilise du temps de soignants. Du temps, c'est précisément ce qui manque au personnel. Ici, 10 employés ont fait grève la semaine dernière. Un mouvement dont leur directeur se dit solidaire. Hélas, le budget ne nous permet pas peut-être de cette prise en charge d'une manière idéale. Disons qu'il y a la réalité et l'idéal, et là on est plutôt dans la réalité. Mais là, vous en êtes à combien de personnes par résident? Par résident, on est 6-7 soignantes pour les 64 par jour. Chaque aide-soignant gère seul plus de 10 personnes, parfois 20 en cas d'arrêt maladie d'un collègue. Difficile dans ces conditions d'assurer correctement la toilette ou les repas des résidents. On a ces résidents qui demandent beaucoup plus de temps, qui nous demandent des moments à discuter avec eux et que malheureusement, on ne cache pas les choses, de dire à ces résidents, on n'a pas le temps. Vous voyez, ce qui est dommage, ce qui n'est pas humain. Et c'est pour ça qu'on se sent très mal sous notre lieu de travail, parce qu'on se sent fautif. Suite au mouvement de grève, le gouvernement va débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour les maisons de retraite. Une réponse insuffisante pour la sénatrice du Val-de-Marne. Elle réclame un plan d'urgence et un budget d'ampleur sur le long terme. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. J'accueille également Daniel Chassaing. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants, République et Territoire, sénateur de la Corrèze. Également sur ce plateau, Pascal Chanvert. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, c'est l'ADPA. Et Jean-Marc Poulier, bonjour. Vous êtes aide-soignant à l'EHPAD Alice Prince et dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes délégué syndical au sein de Force ouvrière des personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Première question pour vous, Jean-Marc Poulier, puisque cela fait 29 ans que vous êtes aide-soignant. Comment décririez-vous vos conditions de travail aujourd'hui et est-ce que vous diriez qu'elles se sont dégradées ? Fortement oui, parce que bon voilà, quand j'essaie de me rappeler mes débuts, c'était pas du tout la même chose parce qu'on était plus nombreux. Il y avait beaucoup de travail, mais on était plus nombreux, donc les qualités du travail étaient déjà plus réguliers. Mais tandis que maintenant, ça s'est fortement dégradé. La preuve en est, à l'endroit où je travaille, dans chaque service, on se retrouve à 2 pour 25-26 résidents et peut-être encore davantage. Donc, je suis inquiet pour l'avenir parce que je me demande comment on peut s'occuper en étant 2 soignants pour 25 malades. On n'a pas le temps. On essaie d'être généreux dans ce qu'on fait, d'être
actif, mais malheureusement pour nous, le temps court. Hein. Ça, je trouve quand même c'est surréaliste quand j'essaie de réfléchir à tout cela. Pascal Chanvert, comment vous expliquez les difficultés aujourd'hui de ces aides-soignants avec cette grève qui a été déclenchée la semaine dernière? Ce n'est pas seulement un manque d'effectifs? D'abord, il faut dire que la grève ne concerne pas que les établissements, mais tout autant le domicile. Parce que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire parfois, ça ne serait pas le paradis à domicile et l'enfer dans les établissements. Non, c'est mauvais partout. Ce qu'a dit la dame que vous avez interrogée à Fresnes, ce qu'ont dit les salariés, ce qu'a dit le directeur, ce que vient de dire monsieur, c'est l'exacte réalité. La dame dit, ils n'ont pas le temps de bien faire. On le voit en l'établissement, c'est la vérité aussi à domicile. Et c'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est comment faire en sorte que maintenant, et plus profondément dans les années qui viennent, nous soyons à la hauteur de l'aide aux personnes âgées qui sont ceux et celles qui ont fait la France d'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu, c'est ça toute la question qui est posée par ce mouvement du 30 janvier, c'est-à-dire une question éthique et une question sociétale. Ce n'est pas juste un petit mouvement catégoriel auquel on répondra par des petites mesures catégorielles. C'est une question éthique et sociétale, Daniel Chassaing, nous dit Pascal Chanvert. C'est vrai qu'il y a eu la multiplication de témoignages parfois effroyables ces derniers temps sur la situation dans les maisons de retraite. Et à domicile. Et à domicile. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur une loi d'adaptation à la société au vieillissement qui n'a apporté pas aucun crédit, si vous voulez, au niveau des EHPAD. Absolument aucun. Ça a amélioré un petit peu le maintien à domicile, mais aucun crédit aux EHPAD. Donc actuellement, depuis 2014, 2015, 2016, je le constate dans mon EHPAD, il y a à chaque fois, on a fait mieux pour le maintien à domicile, on s'est amélioré, mais les personnes qui rentrent en établissement sont très, très, très dépendantes. Et j'étais moi aussi dans mon EHPAD de ma commune vendredi, et j'ai vu que effectivement. Situé où, Daniel Chassaing? Vous êtes élu de la Corrèze? À Chamberet, en Corrèze, où j'étais maire pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai vu que, si vous voulez, tout se fait un peu à la course. C'est-à-dire que quelle est la base pour quelqu'un, pour le bien-être des personnes âgées? Il faut que elles puissent être changées plusieurs fois par jour. Hein. Il faut qu'on puisse prendre le temps de les faire manger. Il faut qu'on puisse le temps de les faire marcher. Il faut qu'on puisse le temps de bavarder un petit peu avec elles. Et on arrive à un moment où on n'a plus le temps de faire ça. Alors, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave parce qu'on a encore de plus en plus de personnes dépendantes qui rentrent. Donc, si vous voulez, je pense que la ministre, effectivement, a mis en place certaines actions. Hein, vous l'avez dit là tout à l'heure, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros pour les ARS, pour les EHPAD en difficulté, dans l'urgence. Mais si vous voulez, je pense que ce qui est fait actuellement, c'est un bilan. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et il y a aussi une députée que j'aimerais bien aussi rencontrer, je ne me rappelle plus du nom, mais qui a été mise en place par la ministre pour faire un petit peu le point sur ces problèmes. Monique Iborra. Et je pense que... Mais on va arriver sur quoi? On va déboucher sur quoi? On va déboucher sur une carence énorme au niveau des aides-soignantes et infirmières. La base du soin dans les EHPAD, c'est les aides-soignantes et les infirmières, et il faut augmenter ces postes pour qu'on puisse traiter décemment nos aînés. Alors, voilà pour la question des effectifs. Sophie Taillé-Polian, aussi, vous avez interpellé le gouvernement la semaine dernière au Sénat. Ça a donné cette passe d'armes entre vous et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Regardez. Vous nous avez tout à l'heure parlé d'anticipation. Alors peut-on parler d'anticipation lorsqu'on se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est tout simplement pas tenable dans de très nombreux établissements et qui ne peuvent attendre les rapports et autres missions que vous venez de lancer, mais pour lesquels il faut des engagements clairs et inscrits dans le court, moyen et long terme. Le sous-effectif des personnels génère un mal-être profond et un taux d'accident du travail inacceptable. Et aujourd'hui, vous voulez conditionner un bonus en exigeant un travail supplémentaire aux soignants pour prévenir la dépendance des résidents?
Mais que faisons-nous, que faites-vous aujourd'hui pour la prévention des risques professionnels pour les soignants dans les EHPAD? Vous venez de nous en parler comme une de vos préoccupations. Nous avons renforcé les postes d'infirmières de nuit. Nous allons équiper tous les EHPAD en télémédecine. Nous avons évidemment proposé des plans d'action spécifiques pour les EHPAD en difficulté. Je vais peut-être vous les énoncer. Nous avons prévu de solliciter l'Agence nationale d'appui à la performance pour qu'elle vienne travailler auprès des EHPAD en difficulté pour les aider à se restructurer. Nous avons prévu des enquêtes de satisfaction auprès des EHPAD et je saisis la Haute Autorité de Santé pour qu'elle me fasse des propositions afin de mener ces enquêtes de satisfaction et nous travaillons sur la bientraitance des personnes âgées. Donc je crois qu'effectivement, en 8 mois, nous avons un peu plus anticipé que vous en 5 ans. Je vous remercie. Sophie Taillé-Polian, est-ce que le gouvernement a suffisamment pris la mesure de cette crise latente, on le disait Écoutez, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que la ministre réponde à cette interpellation par le fait de susciter des rapports, des enquêtes de satisfaction, montre bien que la mesure n'est pas prise. Des difficultés qui sont celles des familles, des résidents et bien entendu des personnes qui s'occupent des résidents au quotidien. C'est pas de la télémédecine ou de la télé je sais pas quoi dont on a besoin, ce sont d'êtres humains à côté d'autres êtres humains qui puissent travailler dans des conditions de travail qui soient respectueuses de leur santé et respectueuses aussi des résidents dont ils ont la charge. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut des effectifs supplémentaires, parce qu'il y a des difficultés de recrutement. Question pour vous deux, Jean-Marc Roulier. Écoutez, moi, en ce qui concerne le Centre d'action sociale de la ville de Paris, ne veulent pas recruter des aides-soignants, etc. Et donc, moi, ça m'inquiète. Je vois, par exemple, une infirmière sous contrat chez nous et payer 1 700 € par mois, alors que dans le privé, elle serait payée 2 000 €. Donc, elle choisira toujours d'aller dans le privé que de vouloir rester chez nous. Parce qu'elle se dira, bon voilà, les conditions de travail ne sont pas requises pour elle. Donc, c'est ce qui est alarmant. Parce qu'il y a une enveloppe qui a été... Il y a un budget concernant les intérimaires. Ça s'est explosé, etc. Donc, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas embaucher du monde. Et c'est ça qui m'inquiète. Pascal Sanvert, pardon, sur ces difficultés de recrutement, c'est vrai que le métier devient de moins en moins attractif aussi. Il y a plusieurs choses. D'abord, M. Chassaing a raison de dire que ce dont ont besoin les personnes âgées en établissement et à domicile, c'est des infirmières, des aides-soignantes. Pas que. Aussi des psychologues, aussi des animateurs, aussi des professionnels formés de l'aide à domicile, aussi des tas d'autres professionnels d'accompagnement. Il faut les deux. Il y a des difficultés de recrutement dans certaines catégories, pas dans d'autres. Donc, ça n'est pas ça la question principale. La question majeure aujourd'hui, ce qui fait que le milieu de l'aide aux personnes âgées, domicile comme établissement, c'est fortement mobilisé. C'est que l'ensemble des professionnels, y compris les directeurs, les médecins, disent « ça ne se passera plus désormais comme avant ». C'est-à-dire, nous avons décidé de parler. Et nous avons décidé de dire que l'État nous fait faire des choses qui sont inacceptables pendant très longtemps. Parce que les professionnels savent qu'ils font un métier merveilleux. Aider des personnes âgées, c'est une source de richesse humaine fantastique. Et parce que les professionnels savent qu'ils font ça et qu'ils ont en responsabilité l'aide à ces personnes, pendant des années, ils se sont tus. Ils n'ont pas dit que ce qu'ils faisaient et ce qu'on leur faisait faire n'était pas digne de ce que l'on devrait faire pour les personnes âgées. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous décidé de dire les choses. Et donc, il faudra maintenant autre chose que des réponses techniques, voire technocratiques, autre chose que des médiateurs, autre chose que des commissions, autre chose que du refus d'écoute. Madame Buzyn ne prend pas la mesure, absolument pas, la mesure de la situation. Ça peut être compréhensible. Madame Buzyn refuse de nous recevoir, refuse de dialoguer avec nous. Nous demandons à la voir et au-delà, nous demandons à voir le président Macron parce que le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande n'ont pas fait suffisamment, mais chacun d'entre eux a fait avancer le dossier, les uns après les autres. Ce que nous demandons aujourd'hui au président Macron, c'est pas de dire
avant, ça ne valait rien et aujourd'hui, tout est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas merveilleux dans les 2 personnes âgées. Ce que nous lui demandons, c'est de reprendre ce qu'ont fait ses prédécesseurs et d'aboutir sur ce dossier. Daniel Chassaing, c'est vrai que les gouvernements successifs, finalement, ne sont pas parvenus à résoudre cette crise, ou du moins à l'anticiper. Est-ce qu'il faut repenser aussi le financement aujourd'hui de la dépendance et absolument. Si vous voulez, je m'excuse de reprendre un petit peu l'adaptation de la société au vieillissement. Bon, on a enterré, si vous voulez, le 5e risque. Bon, mais ça c'est enterré, on le sait maintenant. Et il y a eu des crédits qui ont été mis à domicile, oui, mais on pourrait y revenir. On peut dire la vérité. On pourrait y revenir. On peut y revenir. Enfin, branche de la sécurité pour l'instant, ça a été enterré. On en entend parler comme ça. Ou la création d'un impôt supplémentaire, c'est aussi une piste qui a été évoquée par vos collègues députés. Attendez, donc, pour l'instant, on critique Madame Buzyn. Bon, moi, j'attends de voir, parce que en 8 mois, elle a appliqué le budget qui a été voté par l'équipe précédente. Donc maintenant, elle a préparé un budget, elle consulte, elle a mis des groupes de travail avec des syndicats, c'est ce que j'ai lu au travail. Elle a aussi mis un député pour essayer de faire le point. J'attends. Pour l'instant, on parle de milliards aujourd'hui. On peut dire qu'il y a eu des projets, donc des places d'accueil de jour, des places temporaires. Tout ça, ça va dans le bon sens. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec M. Chanvert, avant de faire intervenir d'autres personnels, le psychiatre, le médecin, le psychologue, il faut que la base du travail, ça fait. La base, c'est le change quand les gens en ont besoin. Prendre le temps de manger, pouvoir les faire marcher, pouvoir les amener sans aller trop vite au réfectoire, pas en poussant le chariot pour arriver à... Un minimum de respect, de dignité, effectivement. Donc pour cela, je termine, dans l'avenir, il faut qu'il y ait davantage de personnel, d'abord d'aides-soignants et d'infirmières. Bien sûr, actuellement, on est à 0,6 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 0,6 pour 1. Et les handicaps, c'est 1 pour 1. Moi, je ne demande pas d'aller à 1 pour 1 tout de suite. Mais il faudrait déjà qu'on puisse aller assez rapidement à 0,7 ou 0,8 d'encadrement, et notamment des postes en plus d'aide-soignants et d'infirmières. Je rajoute juste une chose. Je m'excuse, parce que même si le budget soins de l'État augmente, il faut que les départements puissent mettre 30% pour les aides-soignantes. Et actuellement, il y a des départements qui ne pourront pas. Donc, il faudrait que toutes les aides-soignentes soient financées. Ils financent déjà beaucoup de dépenses sociales. Alors, votre réaction, Sophie Taillé-Polian? Oui, ma réaction, c'est effectivement de reprendre ce qu'a dit M. Chanvert, c'est-à-dire que les différents gouvernements se sont un petit peu passé le relais en essayant de répondre à ce chamboulement de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on finit par se prendre de plein fouet parce qu'on n'a certainement pas, les uns après les autres, été à la hauteur. Mais il faut qu'il y ait à nouveau ce bâton qui soit repris pour franchir une nouvelle marche. La loi que vous citez, pour accompagner la société dans le vieillissement, elle a été votée à l'unanimité, elle a porté un certain nombre d'éléments positifs. À domicile. Elle a choisi, parce que peut-être on ne pouvait pas faire tout à la fois, de porter le principal effort sur l'aide à domicile. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, même à domicile. Il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes d'accord. Donc, je crois qu'effectivement, la ministre de la Santé, le gouvernement, le président de la République doivent prendre en considération et prendre conscience que maintenant, il faut une loi pour les EHPAD qui puisse donner des garanties sur le moyen et le long terme pour se fixer un objectif d'encadrement raisonnable, 1 pour 1, fixé en combien de temps on le fait. Je pense que les professionnels attendent ça aussi pour retrouver confiance. Et évidemment, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire venir des effectifs comme ça. Personne n'a de baguette magique. Une politique juste, mais voilà, des engagements financiers qui soient un petit peu clairs sur les années à venir. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas le début de la moitié du début. Parce qu'on a le sentiment dans les EHPAD. Il faut quand même que le gouvernement arrive. Ça fait 8 mois. Jean-Marc Poulier, on a le sentiment qu'on travaille à la chaîne. Et c'est ça qui est grave. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça date depuis des années. Voilà. Moi, je dis que la qualité, on a le sentiment que ça laisse à désirer. On est plus dans le business, comme on peut dire entre parenthèses, si j'ose dire cela. On a le sentiment de travailler dans des usines à vieux.
Puis les résidents arrivent... Pascal Lambert, vous parlez d'un véritable enjeu Voilà, et donc sociétal. voilà, il faut tenir compte de ça parce qu'on s'occupe avant tout d'êtres humains. Ça, il faut bien le signaler. On ne s'occupe pas d'un bouquet de fleurs en disant, voilà, on t'arrose et on te met de côté. On s'occupe des résidents, de nos mamies. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience de tout cela. Ça, c'est important, ça. Nous, en tant que soignants, si on n'a pas les moyens techniques pour travailler, ben, ça perdura toujours. On sera toujours dans ce processus-là. Voilà, on travaille à la chaîne. Tu as fini, mets-toi de côté, je reprends quelqu'un d'autre. Et voilà, et ça, c'est violent. Ça, c'est très, très violent. Vous vous rendez compte, les personnes âgées dans les EHPAD de Paris ont un degré de dépendance supérieur à la moyenne nationale. C'est alarmant. Et avec des questions démographiques Voilà, qui vont accentuer ce phénomène. Je vous parlais justement d'un véritable problème sociétal, un problème éthique. Est-ce que si on a fermé aussi les yeux sur cette société vieillissante, ça arrange aussi... D'abord, ce n'est pas un problème, mais on est dans une société qui est profondément agiste. L'agisme, c'est une discrimination, du même ordre que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie ou le sexisme. Si je tiens ici des propos racistes, sexistes ou antisémites, je serai poursuivi, et tant mieux. Si je dis je suis ravi d'être interrogé par une jeune journaliste, c'est un compliment. Parce que si vous étiez une vieille journaliste, ce serait une insulte. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Lutter contre le sexisme, c'est faire que les femmes aient le même droit que les hommes. C'est pas faire que être un homme soit une insulte. Or, on est dans une société aujourd'hui profondément agiste. Ce qui explique cela, ou plutôt, ce qui explique que l'État a autant de difficultés à aller jusqu'au bout. On le disait tout à l'heure, tous les gouvernements ont fait un pas en avant. Pourquoi ils ne sont jamais allés jusqu'au bout du dossier? Parce qu'il y a toujours plus important. Il y a toujours plus important que les vieux. Ce qu'il faut, c'est d'abord que le président de la République ait une parole forte sur ce qu'est la place des vieux dans la société et ce qu'est la place du vieux en chacun de nous. Nous sommes tous jeunes et vieux, quel que soit notre âge. Le président a une parole forte sur la lutte contre le sexisme, à travers les violences faites aux femmes et les harcèlements. Vous attendez la même chose ? Parce qu'il est le chef de l'État, donc le chef de la nation, il faut qu'il ait une parole forte sur l'agisme. Déjà ça, c'est un point de départ. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons le rencontrer, lui. Après, comme cela a été dit, il y a des mesures d'urgence à mettre en œuvre rapidement, et puis il y a des perspectives à donner. Je rappelle quand même que l'État a déjà dit en 2007 que le ratio, je suis d'accord avec M. Chassaing, entre 8 et 10 pour 10, il serait atteint en 2012. On est aujourd'hui en 2018. Donc l'État a pris beaucoup de retard. Mais il faut qu'il y ait des perspectives qui soient données. Mais il faudra que les choses changent aussi concrètement dès à présent. Parce que nous ne nous satisferons plus d'un État qui nous dira « vous verrez, dans 10 ans, ça ira mieux ». Monsieur Macron n'est pas responsable des retards. Sur ce plateau. Monsieur Macron n'est pas responsable des retards, mais il va être responsable de la réponse à apporter. Est-ce qu'il faut une modification de la loi, des réponses législatives justement à ces difficultés rencontrées par les EHPAD? Daniel Chassaing. Oui, moi j'ai confiance avec Madame Buzyn. Je pense que elle sera à l'écoute après que ses services, les groupes de travail qu'elle a mis en place, la députée qui est en train de gérer aussi ce problème. Et je pense qu'elle va découvrir, peut-être qu'elle l'a pas complètement découvert, qu'elle va découvrir que maintenant en EHPAD, la base de gérer les personnes âgées de façon qu'elles soient en bien-être, il faut absolument, la base, c'est augmenter le nombre d'aides-soignantes et d'infirmières. Ça c'est la base. Ça pourrait passer par un nouvel impôt aussi pour sensibiliser les Français aussi à cette question du financement de la dépendance. Ça nous concerne tous. Si on monte à 0,8, j'avais fait le calcul tout à l'heure, il faut 80 000 personnes en plus, ça fait presque 3 milliards d'euros. Bon, voilà, il faut le dire. Écoutez, il y a 4 milliards d'euros, mais je pense que petit à petit, il faudra progressivement augmenter ces personnes. Il y a entre 4 et 5 milliards d'euros, excusez-moi de le rappeler, qui ont été fléchés en déduction d'impôt sur la grande fortune.
Donc ça, c'est un choix que le gouvernement a fait. Donc il y aurait de quoi financer et je pense qu'il y aurait de quoi aussi faire en sorte que le gouvernement prenne des engagements, puisqu'il y a davantage de croissance qu'attendu, donc des recettes fiscales qui n'étaient pas inscrites au budget, qui pourraient être mobilisées sur un plan EHPAD ou sur un plan aide à domicile. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui doivent être prises rapidement. D'abord, les contrats aidés qui n'ont pas été renouvelés, parce que c'est quand même des gens qui peuvent être là et qui peuvent aider. Deuxièmement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai visité l'EHPAD à Fresnes, c'est aussi l'incapacité des agents et des soignants à se former, parce qu'ils n'ont pas le temps. S'ils vont se former, alors ils ne sont plus là, et donc ça crée une véritable crise. Donc peut-être un fonds de remplacement, que les EHPAD n'aient pas à prendre ça sur leur budget, mais un fonds de remplacement pour financer les formations des agents, parce que c'est aussi intéressant. Les prises en charge médicales évoluent, donc il faut que les gens puissent se former et aussi puissent échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles. Quand on est en situation de tension comme cela au quotidien, on a aussi besoin de temps d'échange avec ses collègues. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place. Plan aussi d'urgence sur les conditions de travail. Il y a des accidents de travail, des taux d'accidents de travail qui sont 2 ou 3 fois plus que dans la moyenne des autres activités. Il y a des choses d'urgence qui peuvent être mobilisées rapidement. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Bobigny la semaine dernière, la procureure de la République a lancé un appel au secours sur la capacité de la justice à répondre à la délinquance. L'émotion est telle que le journal Le Monde a lui-même souhaité mettre à sa une cet appel qui a été entendu par tous comme étant un élément qui doit maintenant appeler des décisions fortes. Cet appel, bien sûr, va au-delà de la Seine-Saint-Denis et interpelle sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de juridictions. Il pose le problème de l'effectivité de la justice pénale et de l'égalité de tous devant la sanction. Il y a des départements où, faute de moyens, le parquet n'a plus la capacité de poursuivre. Le problème n'est pas nouveau, mais il devient insupportable à tous, sauf aux délinquants. On fait, disait ce matin encore sur les ondes la procureure, on fait des choix, on priorise. Par exemple, les vols à l'étalage ou l'usage de stupéfiants ne sont pas poursuivis en dessous d'un certain seuil. Cette réalité est celle du 2e parquet de France. Elle doit tous nous interpeller. La dégradation de la réponse pénale dans ce département où la délinquance atteint malheureusement des sommets est une réalité. 418 dossiers d'instruction stagnent dans les rayons, je cite ici la procureure, sans réelle perspective ni à court ni à moyen terme. Faute de moyens encore, le parquet est contraint quotidiennement de dégrader sa réponse pénale ou de la différer. Et quand le taux national de réponse pénale est de 50% des affaires poursuivables, il est de 31% en Seine-Saint-Denis. La procureure pose la question, est-ce mission impossible de prendre des mesures exceptionnelles pour un département exceptionnel? Et on a tous relevé qu'en 2018, semble-t-il, il n'y aura pas de création de poste au parquet de Bobigny. Madame la ministre, dans ce contexte, comment pensez-vous répondre aux inquiétudes du procureur de Bobigny et plus largement assurer l'effectivité des moyens des parquets? Y a-t-il d'autres juridictions qui soient dans ce cas-là? Et comment pensez-vous rendre la justice égale pour tous dans notre République? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Capo-Canellas, votre question est évidemment très percutante et il est exact que le discours de Madame la procureure de Bobigny a éveillé bien des inquiétudes. Je dois dire pour autant que nous sommes extrêmement conscients de cette situation et que j'ai moi-même été alertée sur la situation de Bobigny dès mon arrivée et par les procureurs en général sur la situation de certains parquets français puisqu'ils m'ont remis, à peine étais-je arrivée à mes fonctions, ils m'ont remis le livre noir des procureurs de la République. Je rappelle que nous avons, dès le budget 2018, augmenté le budget de la justice de 3,9%,
que nous avons créé 148 postes qui viendront renforcer l'effectif des magistrats et des équipes autour des magistrats. Je rappelle également que la loi de programmation qui vous sera présentée prochainement viendra dans la durée renforcer ces effectifs. Sur Bobigny, vous avez sans doute été mal informé, monsieur le sénateur, parce que nous allons renforcer les effectifs de magistrats du siège et ils passeront de 131 à 137. Nous allons également renforcer les effectifs du parquet qui passeront de 53 à 57 et qui, si le président du tribunal en fait la proposition, permettront l'ouverture d'une deuxième chambre de comparution immédiate. Les effectifs des fonctionnaires seront pérennisés, ce qui donnera réellement les moyens à cette deuxième chambre de comparution immédiate de fonctionner. Ainsi, réellement, l'action publique sera confortée et pourra apporter une réponse pénale, me semble-t-il, tout à fait satisfaisante dans le sens de ce qui est exigé. Ces mêmes réponses seront confortées par deux autres éléments. D'une part, la révision constitutionnelle qui viendra renforcer le statut du parquet. Et cela est important pour permettre aux magistrats du parquet de remplir la totalité de leur office. Et d'autre part, les chantiers de la justice qui devront trouver leur achèvement dans la loi de programmation et la loi pénale dont je faisais état il y a un instant, donneront également, en termes procéduraux, en termes de simplification, en termes de transformation numérique, des éléments puissants pour que les magistrats du parquet puissent aussi apporter une réponse publique qui soit satisfaisante. C'est exactement l'ambition du gouvernement et nous espérons de cette manière répondre aux questions que vous posez. Première question pour vous, Fabien Gay, puisqu'on sait que le groupe communiste a saisi le Conseil d'État, car je le rappelais, finalement, Parcoursup est déjà appliqué. On a entendu 400 000 lycéens et étudiants en réorientation se sont déjà inscrits, alors que le texte n'était pas encore voté par le Sénat. Où en êtes-vous de ce recours? Nous l'avons déposé lundi, avec, d'ailleurs pas que nous, à notre initiative, mais avec beaucoup d'organisations syndicales, de professeurs, étudiantes. Il faut le rappeler, on a défendu là, il y a quelques instants une motion d'irrecevabilité, parce que nous pensons, il y a le débat sur le fond, on va y venir. Tout à fait. Au moins, en tout cas, le rapporteur de la commission assume le mot sélection. La ministre ne le dit pas, mais c'est bien une sélection. Lui, il l'a assumé, il l'a dit. On a senti un hochement de tête de la ministre, qui ne veut pas parler de sélection, mais c'est ça. C'est que jusqu'à présent, les étudiants et les étudiantes choisissaient leur université. Demain, ce sont les universités qui vont choisir leurs étudiants et étudiantes, et ça sera une sélection évidemment de classe, on le sait, et les meilleures facultés prendront les meilleurs étudiants et étudiantes, et les autres prendront le reste, malheureusement. Mais sur le fond, on le regrette, et je crois que là, ça devrait, je m'adresse à mon collègue, mais ça devrait dépasser les rangs de tout l'hémicycle. Comment peut-on accepter qu'une loi soit déjà appliquée alors qu'elle n'est même pas examinée par le Sénat et qu'elle est tombée par décret? Est-ce qu'on va se laisser piétiner comme ça constamment par ce gouvernement? Je le dis, si nous laissons passer ça, c'est les prochaines réformes, on n'aura même plus à les examiner, elles seront déjà adoptées. Alors vous savez très bien que nous avons proposé une formule, une demande accélérée en raison de l'échec total d'APB et des conséquences de cet échec, en particulier de la CNIL et du Conseil d'État, donc on ne va pas revenir là-dessus, on n'avait pas beaucoup de possibilités. On aurait pu faire ce que vous auriez peut-être souhaité, c'est-à-dire laisser courir et laisser 800 000 jeunes étudiants, tant mieux. Donc au moins on est d'accord là-dessus. Sur le fond, le Conseil d'État est assez d'accord avec nous, donc je ne pense, et vous le savez, que votre demande ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que absolument, mais parce que selon moi, il ne faut savoir parce qu'aujourd'hui, Parcoursup est juste lancé sous une logique d'information. Donc comme on est dans une logique d'information, on n'est pas encore dans la logique définitive de ce qu'est APB qui est en train d'être voté. Il y a un décret qui est tombé sur le lancement, de Parcoursup, sur le lancement unique de Parcoursup qui est de l'information. On vous sent mal à l'aise. Non, pas du tout. Vous soutenez plutôt la mise en place de Parcoursup. C'est vrai qu'il fallait aller assez vite après les nombreuses critiques sur le logiciel APB. La question du tirage au sort est réglée. Est-ce que ce nouveau logiciel règle pour autant les autres difficultés d'accès à l'université des étudiants? Oui, effectivement, la FAGE a soutenu la philosophie du plan étudiant qu'on retrouvait dans le projet de loi orientation et réussite des étudiants. Moi, je m'inquiète quand même d'un certain nombre d'amendements déposés notamment par le rapporteur, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Sur l'amendement européen. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, monsieur le sénateur, par rapport à cette fameuse question de la sélection.
Moi, je suis embêté par toute cette caricature qu'on donne sur ce sujet qui mérite, je pense, un peu plus de sérieux dans son traitement. Et surtout, je pense que les lycéens méritent un peu plus de vérité que des incantations d'une sélection qui serait généralisée. La réalité, elle est quand même très simple. C'est que ce projet de loi et la réforme du plan étudiant n'introduit pas de forme de sélection. La seule sélection qui existe, et qui a toujours existé par ailleurs, c'est la sélection par manque de place, qui se manifestait depuis au moins 3 années par le tirage au sort. Et là, malheureusement, elle est toujours là. La loi ne règle pas ce problème, mais parce que le combat, vous l'avez bien compris, n'est pas juridique. Le combat, il est politique, il faut créer des places, il faut des moyens supplémentaires. Donc cette réforme du plan étudiant... Quand on met en place des attendus, ce n'est pas introduire une forme de sélection les attendus, c'est autre chose, parce que ce qu'apporte fondamentalement ce projet de loi, et c'est un point positif que la FACH soutient, c'est des parcours d'accompagnement personnalisés pour aider et accompagner les lycéens, les néo-bacheliers, du coup les nouveaux étudiants, vers la réussite. Parce que je rappelle qu'on a un taux d'échec, de réorientation, d'abandon de l'ordre de 60% en licence 1. Preuve qu'il y a un souci d'orientation, il y a un souci d'accompagnement dès les premiers mois de cours à l'université. Et puis, on a un taux de décrochage en L1 qui est de l'ordre de 25%. Donc, des jeunes qui sortent totalement de leur formation, sans même d'ailleurs attendre la fin de l'année. Donc, on a bien un sujet d'accompagnement. Et ces parcours d'accompagnement et ces attendus, ils sont là pour identifier les bacheliers qui sont en difficulté. Non pas pour leur dire non, parce que je rappelle, contrairement à ce que dit M. Grosperrin, la sélection, c'est l'exclusion, c'est dire non à un jeune. Les parcours d'accompagnement, ils sont là pour leur dire oui, mais en plus, on t'offre la possibilité d'avoir un parcours qui va t'aider et t'amener vers la réussite. Dans les attendus, c'est pas la sélection? Non, en aucun cas. Non, d'accord. On ne vous a pas encore entendu sur ce plateau. Hervé Christoffol. On voit qu'en effet, les partisans de la loi essayent d'avoir un débat sémantique sur le fait qu'en effet, quand on ne dit pas non, on ne sélectionne pas. Mais quand on va mettre les étudiants en attente ad vitam aeternam, d'accord, in fine, ils n'intégreront pas les formations et ce sera effectivement de la sélection. En effet, par manque de place, parce qu'on le sait, avec le baby-boom de l'an 2000, on va accueillir 40 000 étudiants de plus l'année prochaine. Or, la ministre... Il faut attendre à peu près 28 000 nouveaux bacheliers, ce sont les chiffres. Alors, en effet, il y a certaines, les prévisions diffèrent. N'empêche que cette année, le gouvernement a dit qu'on n'en accueillerait que 30 000 en 2017 et in fine, on en a accueilli 40 000. Donc, il y a les bacheliers et les étudiants en réorientation. Voilà, donc... Globalement, on sait où ils sont. Aujourd'hui, ils sont au niveau du bac, donc on peut les comptabiliser très précisément. D'accord ? Et aujourd'hui, la ministre propose, elle, de créer que 22 000 places, que l'on ne retrouve même pas actuellement dans Parcoursup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une extraction des différentes capacités d'accueil qui sont déclarées dans Parcoursup. Et aujourd'hui, ce n'est pas une information qui est donnée aux lycéens, c'est une désinformation. Les capacités d'accueil sont fausses, elles sont non complètement remplies. Les attendus sont complètement fantaisistes. Aujourd'hui, quand ils sont au niveau déclinés au niveau local, dans certains, on va demander le BAFA, alors que la ministre, elle, dit qu'aucune certification payante ne peut être exigée. Pour rentrer, par exemple, en STAPS, ou alors en droit, on va demander aussi d'avoir fait des séjours linguistiques à l'étranger. Voilà la sélection sociale qui est en train d'être organisée. Et je ne veux pas te faire de bataille sémantique. Aujourd'hui, et on manque de place à l'université, on manque de moyens aussi pour les faire accueillir, pour les accueillir et les faire réussir. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et en effet, on peut dire qu'en effet, APB n'a pas bien fonctionné, mais comment pouvait-il bien fonctionner en ne proposant que 670 000 places alors qu'on avait 800 000 bacheliers ? Non, mais il ne fonctionnait pas bien, et je ne vais pas faire la sémantique non plus, mais cette loi, ce travail qui est fait, il est centré sur les élèves, ce qui n'était pas le cas d'APB. Alors, je sais un peu de quoi je parle moi aussi, puisque j'ai travaillé pendant 28 ans dans le milieu scolaire. Je connais bien APB et je vois bien comment arrive Parcoursup, et on est vraiment dans une logique de discernement, enfin de possibilité pour les jeunes de rentrer dans le discernement, ce qui n'était pas le cas avant. Et les attendus sont très importants aussi, et je vous rappelle qu'à côté de ces attendus, pour la première fois, vous avez 2 profs principaux par élève, enfin 2 responsables par élève, ce qui est quand même nouveau, qui permet d'avoir un regard le plus possible. En 3 mois, on a fait tout ça, ce qui était énorme pour aller vers les élèves et pour leur permettre. Et je dis bien, vous avez raison, il faut créer des places. On le fait, 22 000 places en si peu de temps. C'est budgété. Non, c'est suffisant puisque ça va suivre. C'était déjà suffisant l'année dernière. Est-ce que ça permettra à chaque lycéen qui a obtenu son baccalauréat, ça permettra à chaque étudiant, j'en fais le pari, d'avoir une place l'année prochaine, et je vous rejoins complètement. Personne ne sera laissé. Personne ne sera laissé dans la rue, parce que c'est notre rôle et c'est la volonté de tout homme politique et de toute personne et de tout parent d'accompagner les jeunes dans sa réussite et dans son épanouissement. Mais il faut les deux, pas dans l'échec. Quand on a 60% des jeunes qui n'arrivent pas à sortir de licence, on les conduit dans l'échec. Ça, c'est de la sélection. Bon, on sort d'un système APB qui était le tirage au sort. Nous, je crois qu'ici on sera tous d'accord, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, et ce n'était pas juste.
Et y compris, c'était contraire, je l'ai redit tout à l'heure, c'était illégal, parce que au code de l'éducation. Alors après, permettez-moi, monsieur, puisque vous m'interpellez, vous êtes un premier syndicat étudiant, moi je m'interroge. Vous avez le droit de soutenir le gouvernement, mais je m'interroge sur l'intérêt général de défendre les lycéens et les lycéennes. Parce que c'est la sélection sociale qu'on prépare à l'université. Il faut le redire. Qu'est-ce qu'un attendu? Parce qu'on dit attendu, les gens qui nous écoutent. C'est qu'on va mettre des critères. C'est-à-dire que l'université va dire, voilà, pour vous inscrire dans telle filière, il va falloir répondre à des critères très précis. Quand on va dire à des gens, pour vous inscrire dans telle filière, prenons le droit, il vous faudra le BAFA. Mais ça va laisser un certain nombre de lycéens et de lycéennes sur le carreau. Y compris moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai jamais eu l'argent pour me payer le BAFA. Donc j'aurais pas pu m'inscrire dans une filière. Prenons l'exemple, puisque j'ai été interpellé aussi par d'autres syndicats étudiants qui eux aussi luttent dans la rue, parce qu'il faut le dire quand même, hier, il y avait un certain nombre de syndicats étudiants et de professeurs qui étaient dans la rue quand même, hein, malgré le froid, beaucoup battent le pavé. Ils disent que pour être en droit, il faudra avoir une lettre de recommandation d'un avocat ou d'un juriste. Mais comment un fils d'ouvrier ou d'ouvrière pourra avoir une lettre d'un juriste ou d'un avocat s'il n'a pas le carnet d'adresse de papa et maman? C'est ça la sélection sociale que nous prépare ce gouvernement. Donc vous avez beau le réfuter, c'est cela et vous le savez. Mais dernière chose, on a une proposition. Parce que tout le monde dit, vous refusez ça. Oui, il y a entre 28 000 et 40 000 nouveaux bacheliers chaque année sur les 5 ans. Après, on ne va pas débattre sur le chiffre exactement. En tout cas, on sait qu'il y a un besoin énorme. Ça coûte, mais là on peut débattre du chiffre, 500 millions sur 5 ans. Pour que chacun et chacune puisse s'épanouir, parce qu'il faut répondre à des besoins de société, mais aussi l'éducation, c'est pouvoir s'épanouir et choisir la filière qu'on veut. Moi je dis que quand on a donné 4 milliards d'euros à l'ISF pour les 1% les plus riches, on est capable de trouver 500 millions d'euros pour répondre à l'intérêt général. Répondez sur ça. Est-ce qu'on va assister à cette sélection sociale que nous décrit Fabien Guay? Mais ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux et caricatural, mais bien sûr. C'est toujours caricatural. Écoutez-moi, on n'est pas sur un débat sémantique, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Le sujet des attendus, enfin, le sujet, c'est pas les attendus, le sujet, c'est les capacités d'accueil. Il y a de la place. Quand moi-même, vous aurez des attendus dégueulasses, il y a de la place, vous rentrez dans la fac. Les attendus ne sont là que pour... Bien sûr, parce que pourquoi? Attendez. Il y a un cadrage national, et il y a des universités qui déclinent ces attendus de manière n'importe comment. Et ça, c'est pas acceptable. Et là, on se mobilise dans les universités pour faire en sorte que ces attendus répondent à leur vocation, c'est-à-dire identifier les bacheliers en difficulté pour leur proposer un parcours d'accompagnement et non pas pour les exclure. Ce n'est pas trop tard, Jimmy Lasweld? Non, pour les attendus. On va les lister, les attendus. Pour les attendus, ils sont encore... On a le temps pour les attendus. Ah bon? Mais le sujet, il est binaire, monsieur le sénateur. Le sujet, il est binaire. Le sujet, c'est s'il y a de la place, pas de sélection, ni plus ni moins. Et il y a un sujet dans les formations en tension. Et dans les formations en tension, le sujet, c'est pas les attendus. Le sujet, c'est créer des nouvelles places. Il y en a 22 000 qui vont être créés cette année, c'est bien, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai toujours dit, c'est que le plan étudiant, la réforme est une bonne réforme, parce qu'enfin, elle met en place de l'accompagnement personnalisé, mais elle ne sera une victoire pour les étudiants et les lycéens que quand il y aura suffisamment d'argent sur la table. Donc le vrai sujet, il est là, c'est le nerf de la guerre, c'est la question des moyens. Hervé Christophe, on a aussi entendu ce matin Frédérique Vidal annoncer la mise en place, on avance dans ce débat, d'un comité scientifique et éthique. Ça paraît aussi être une possibilité de garde-fou pour garantir un peu plus d'humanité, de transparence dans l'attribution des places à l'université. Alors c'est malheureux. On en est arrivé maintenant, en effet, à mettre un comité d'éthique, d'accord, pour garantir l'accès de tous selon des règles plus justes. Alors que jusqu'alors, l'accès était garanti de droit pour tout bachelier en licence. Et c'était ça la vraie démocratisation. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de briller dans leurs études secondaires, pour celles et ceux qui avaient été orientés précocement aussi dans un bac non conforme à leur ambition, eh bien, ils pouvaient rebondir à l'occasion des études supérieures et puis trouver leur voie et, in fine, s'insérer professionnellement et socialement. C'est ça aujourd'hui que l'on veut détruire avec ce projet de loi. On veut enfermer les jeunes dans un déterminisme social avec une orientation de plus en plus précoce, parce qu'il faut comprendre que ce Parcoursup s'articule avec la réforme du bac et du lycée, qui va aussi enfermer les jeunes de plus en plus tôt dans une orientation. Alors, si un jeune à 17 ans ne sait pas exactement ce qu'il veut faire plus tard, c'est encore plus le cas pour les jeunes de 15 ans. Oui, il y a beaucoup d'échecs aussi en licence. Est-ce que ça permet justement de lutter contre l'échec en licence? Le taux d'échec en licence, en effet, il a été brandi pour imposer cette réforme. Aujourd'hui, il y a 42%, en effet, des licenciés de première année qui passent en deuxième année. Il y en a 25%
hein, qui redoublent, d'accord, et 25% qui se réorientent. Pourquoi ? Parce que de nombreuses formations, comme le droit, la psychologie, etc., ne sont pas enseignées déjà au lycée. Donc il est assez normal, finalement, quand on s'y engage, déjà, de par le caractère assez sélectif, in fine, de la formation elle-même, hein, de pouvoir se réorienter par la suite. Et puis, de toute façon, ça, c'est un projet de vie. Et il est important aujourd'hui, justement, d'avoir des trajectoires qui peuvent être à rebond et pas forcément de privilégier uniquement des trajectoires linéaires, hein, puisque voilà, la vie est très on empêche un lycéen qui n'aurait pas fait qui aurait une scolarité moyenne, justement, de trouver sa voie et de rebondir à l'université avec ce système. C'est exactement le contraire. Simplement, on invite le jeune, quand il va rentrer à l'université, je reviens au mot discernement, je ne fais pas de la sémantique, à mieux choisir parce qu'il saura beaucoup plus de choses, il sera mieux accompagné en amont et en aval et en amont pour faire un choix avec un meilleur discernement. Ce qui n'empêchera pas, bien évidemment, parfois, des parcours atypiques et des passerelles. Et, alors, je ne vais pas faire la vente de la réforme de l'apprentissage qui va bientôt arriver, mais on est complètement là-dedans et vous le savez tout à fait aussi. Un apprentissage qui va se développer, qui est un moyen aussi de réussir d'une autre façon que l'université directement, avec des passerelles dans tous les sens. Donc les passerelles sont indispensables, que ce soit à l'université, dans les écoles, par l'apprentissage. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc on est complètement d'accord. Le point de départ de notre différence, c'est que nous, quelque part, on n'accepte pas que 60% des jeunes qui vont rentrer à la fac ne réussissent pas. Nous, on a envie de leur donner le meilleur moyen de leur réussite, la leur. Pas celle dont on a envie. Votre réponse, Hervé Christophe. Eh bien, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le système, il est loin d'être parfait, mais aujourd'hui, le système d'enseignement supérieur français permet de diplômer 80% des bacheliers qui s'y engagent. Nous avons en France le meilleur taux de diplomation de tous les pays de l'OCDE. Et c'est ça que ce gouvernement veut casser, tout simplement parce qu'il veut faire des économies et il ne veut pas accompagner l'augmentation démographique qu'il va y avoir au cours des 5 prochaines années, puisque nous devrons accueillir 200 000 bacheliers supplémentaires. Il y a néanmoins dans ce texte, on a entendu Jacques Grosperrin en séance, cet amendement qui propose de mettre les capacités d'accueil en fonction du taux de réussite et d'insertion professionnelle. Qu'en pensez-vous ? Je suis navré, j'aimerais juste revenir sur le sujet d'avant, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, M. Christoffel. L'accès de droit pour tous les bacheliers, c'est une réalité qui est toujours le cas, qui sera toujours le cas à la rentrée 2018. Le plan étudiant concrétise ça. C'est d'ailleurs une des premières lignes du projet de loi. Donc l'accès de droit, il reste une réalité. Mais vous croyez quand un jeune était tiré au sort et ne pouvait pas rentrer dans sa formation, il y avait un accès de droit ? Eh ben quand il n'y a pas de capacité d'accueil, ça reste une réalité. 30 000 bacheliers, là ça va en concerner 600 000. Les 60% d'échecs, M. Christoffel, à votre avis, qui était touché par cet échec et ce manque d'accompagnement ? Les plus modestes, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer une prépa privée à côté. Donc c'est eux aujourd'hui qui souffrent de plein fouet. Donc la sélection par l'échec, elle touche les plus modestes. Donc la réalité, et vous savez, il y a un autre chiffre qui m'insurge, moi, c'est que vous savez combien de jeunes chaque année vont dans l'enseignement privé ? Je sais que votre organisation et la mienne aussi, on essaye de combattre cette privatisation de l'enseignement supérieur. 70% de l'augmentation démographique depuis le début des années 2000 vont dans le privé. Pourquoi ? Par manque de place. Par manque de place, parce que l'université ne plaît plus, et c'est pas les scandales APB qui vont aider à résoudre ça. Et parce qu'il y a un sous-investissement et il y a un sous-accompagnement des étudiants. Et du coup, les plus précaires échouent. Donc cette réforme, elle vient permettre de mettre en place l'accompagnement, et il faut encore des moyens supplémentaires pour garantir plus de justice sociale dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et c'est un mensonge de dire qu'on va exclure des jeunes et que les plus démunis vont être exclus de l'enseignement supérieur. On parlera de l'amendement Grosperrin après. Allez-y. Il faut venir dans l'hémicycle, hein. Défendre la réforme ou le défendre mieux. Je le fais dans les universités. C'est extraordinaire, mais tant mieux. Je ne défends pas la réforme, monsieur, je défends les étudiants. Non. Si. Non, pas le plus grand nombre, pas l'intérêt général. Mais bien sûr que si. Il faut bien que les gens comprennent, ceux qui nous regardent, ce qui va se passer. Jusqu'à présent, c'était le baccalauréat. C'était un concours. On l'avait ou on ne l'avait pas. Anonyme, puisqu'il concernait des centaines de milliers de personnes chaque année, qui permettait ensuite de s'inscrire à l'université et de choisir son université. Alors évidemment, personne ici, on le redit, le tirage au sort, personne n'en veut. Évidemment, l'échec était un vrai problème. J'ai été aussi à la fac. Première année, on voit un certain nombre de jeunes partir, en licence aussi. Bon. Mais cette réforme qui nous prépare, ce n'est pas ça. Ça ne sera plus le bac qui permettra l'accès. Ça sera les notes, les bulletins scolaires et le bon lycée où vous avez été. Et donc c'est là, parce que les facultés choisiront leurs étudiants
sur dossier, sur les notes et leur lycée. Et donc c'est là où on dit qu'il y a une sélection sociale. Quand vous me dites que vous défendez, l'intérêt général, moi j'ai du mal à comprendre. Et donc les meilleures filières choisiront les meilleurs étudiants, ceux qui sortiront des lycées les plus prestigieux, qui auront les meilleures notes, et les autres, oui, auront une place. Mais pas dans les filières qu'ils auront choisies, et dans les facultés qui seront déjà plus en difficulté. Et alors là, moi c'est là où je m'interroge. Pourquoi vous ne battez pas avec nous sur la question des moyens? Ah mais ça, on a envoyé un courrier, excusez-moi monsieur le sénateur, on a envoyé un courrier à vos amis d'en marre. Il faut 500 millions sur 5 ans syndicales pour qu'on se mobilise ensemble sur la question des moyens, parce que c'est un dénominateur commun qu'on a. Bien, sur les moyens, sur les moyens. Demandez-le à votre gouvernement que vous défendez avec eux. Soyez gentil, monsieur. Mais je défends une réforme, monsieur. Je défends le plan étudiant. Tous en même temps. Allez, Martin Lévrier, vous avez la parole. Juste quelques mots sur les moyens. 1 milliard en 5 ans, 450 000 débloqués tout de suite, ce qui n'était pas prévu. Premier point. 22 000 places lancées tout de suite et immédiatement. Voilà les premiers moyens. Après, on ne crée pas. Vous voulez des milliards tout de suite. Mettons 10 milliards, pourquoi pas. 10 milliards, 500 millions. Comment 5 ans. Non, mais c'est pas vrai. Ça marche pas. Comment vous construisez l'université quand il manque des places, etc., avec 500 millions? Ça n'est pas vrai. Vous le savez très bien. Je reviens sur le problème privé-public, j'allais dire quelque part. Pourquoi les jeunes vont dans les filières privées? Parce qu'on réussit. Et c'est et le drame, c'est que le public ne propose plus la réussite. Moi, c'est ça qui me scandalise. Et pourtant, je viens d'un établissement qui était privé sous contrat. Donc, et je dis qu'il faut donner beaucoup plus de liberté au public pour qu'il réussisse encore mieux. Et c'est ce qu'on est aussi en train de faire. Il faut lui permettre d'encadrer beaucoup plus et donc embaucher des enseignants-chercheurs. Quand on propose d'accompagner les jeunes, justement parce qu'ils n'ont pas tout à fait les capacités de réussir leurs études, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça, ce sont des vrais moyens au service du jeune dans sa Allez-vous soutenir, Martin Lévrier, l'amendement de Jacques Grosperrin sur justement la mise en adéquation des capacités d'accueil, au taux d'insertion professionnelle et au taux de réussite? Écoutez, je vous avoue très honnêtement que je ne connais pas bien cet amendement, donc non mais j'allais pas dire je m'abstiens parce que c'est pas vrai, mais je connais pas suffisamment l'amendement, je l'ai pas travaillé, donc je suis pas dans cette commission, donc je l'ai pas vraiment travaillé encore, donc je préfère ne rien dire pour l'instant. Je vais vous écouter un petit peu. Ouais. Cet amendement est scandaleux. Cet amendement, pour le coup, il vient ancrer la sélection par manque de place, parce qu'il dit quoi? Il dit qu'on va conditionner les capacités d'accueil en fonction de l'insertion professionnelle. Alors déjà, comment on le fait techniquement? Et ça revient à un adéquationnisme malsain. Ça veut dire que il faut tant d'avocats ou tant de chercheurs ou tant de pompiers, j'en sais rien, tant de métiers en tout cas, et donc du coup on va ajuster comme ça. Mais ça n'a aucun sens. C'est méconnaître le fonctionnement du marché de l'emploi en France, puisqu'on sait très bien que les métiers évoluent et que les métiers que la génération de ma génération va occuper n'existent potentiellement pas encore, donc ça n'a aucun sens. Et puis pour le coup, on met un critère coercitif sur les capacités d'accueil. Aujourd'hui, la règle, c'est on ajuste les capacités d'accueil en fonction de la demande et des besoins des étudiants. Ça peut être quand même une solution pour les filières très bouchées, comme STAPS par exemple. Filière bouchée, STAPS, il y a un taux d'insertion pro extraordinaire en STAPS. Et avec Paris 2024 qui arrive, je peux vous garantir, c'est bouché effectivement. Bouché dans le sens où il y a beaucoup trop de justement, regardez, STAPS, c'est un exemple parfait. Il y a une forte demande des branches et du monde socio-économique d'avoir plus de gens formés en STAPS. Il y a une forte demande des jeunes et une aspiration profonde d'y aller. Le système ne met pas en adéquation les besoins des jeunes et leur envie et ce que demandent les branches. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'amendement de monsieur Jacques Grosperrin va dans le sens d'un adéquationnisme qui va malheureusement provoquer une sélection par manque de place encore plus importante. Hervé Christoffel, pardon. Allez-y. Eh bien, en effet, M. Grosperrin défend un amendement adéquationniste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il suppose que l'insertion professionnelle dépend fortement et quasi uniquement de la filière dans laquelle on a fait ses études. Ce qu'on constate, c'est que déjà, on l'a dit en introduction de ce débat, il y a déjà 25% des étudiants qui changent d'orientation au cours de leur formation. Donc déjà, comment le prendre en compte? Et puis en licence, on s'engage pour 3 ans. D'accord? On ne sait absolument pas, en effet, quels vont être les métiers qui vont être proposés 3 ans à l'avance. Même le MEDEF, je pense, ne s'engage jamais, d'accord, à 1 an déjà dans les filières professionnelles pour garantir une place à un étudiant qui s'y formerait. Alors 3 ans à l'avance, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, c'est une vision qui ne marche pas. C'est un amendement purement idéologique. D'accord, contre lequel, évidemment, on se battra tous. Alors, Fabien Gay, ensuite Martin Lévrier. Allez-y, Fabien Gay. Ouais, c'était juste pour répondre à votre question sur le Grosperrin, parce que c'était juste, ça va aller assez vite, parce que je vous rejoins assez, mais sur un autre élément. C'est que quand on rentre à l'université en particulier, on n'est pas obligé de penser métier. L'université n'est pas faite pour former qu'à des métiers, ou alors c'est qu'on s'est trompé. On a le droit d'être chercheur, on a le droit de changer d'orientation, etc. Donc ça me paraît très important de rappeler que l'université, c'est aussi ça.
Voilà, sur ça, on a parole. Voilà. Sur ça, on se rejoint. On va finir sur un point d'accord. Très bien. On en trouve toujours. Dans le même temps. Quand on s'écoute. Non, mais je vous rejoins. L'université, ça permet de se former un métier, mais c'est aussi, je le redis, l'épanouissement personnel, découvrir des choses. Bon, voilà. Moi, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis une ouverture d'esprit extraordinaire que m'avait pas permis jusqu'à présent le lycée quand j'y étais. Bon, mais pourquoi cet amendement? Mais oui, mais parce qu'on ouvre la porte. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vous nous proposez un projet, une réforme par la sélection, et donc ici, mais il ne faut pas qu'on fasse les effarouchés. On a une droite dure. Donc vous mettez le doigt sur la sélection, il y en a certains qui prennent la corde et qui vont le tirer jusqu'au bout. Et donc là, c'est un non-sens économique, on est tous d'accord. Mais évidemment, les débats que nous allons avoir vont vouloir durcir la sélection. Et c'est bien ça le problème. Et donc cet amendement, il est la résultante de ce qui nous est présenté aujourd'hui, qui, je le répète, va pas dans le bon sens pour l'intérêt général et qui va laisser beaucoup de gens sur le carreau. Parce que quand un étudiant ou une étudiante sera refusé 2 fois, 3 fois, 4 fois par une université, qu'est-ce que nous allons en faire de ces étudiants et ces étudiantes? Qu'est-ce que nous allons en faire? Ils ne pourront pas s'inscrire dans la filière. C'est bien ça le problème. Nous avons un problème. Mais Monsieur Gay ne nous écoute pas, je crois, sur les arguments. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Arrêtez. Mais vraiment, je ne supporte plus ça. Qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec En Marche, on vient de me dire, vous ne écoutez pas. Mais alors déjà, je suis pas En Marche, alors je vous remercie. Bien le gouvernement. Mais je ne soutiens pas le gouvernement. Vous tombez dans la caricature. Vous êtes la caricature de vous-même, Monsieur Gay. Écoutez-moi. C'est pas que je vous écoute pas. Je ne suis pas d'accord sur le fond avec vous. Oui, mais alors vous entendez, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de raconter n'importe quoi, parce que à force d'avoir des discours pour faire peur aux lycéens, c'est pas responsable. Alors je sais que vous voulez mobiliser derrière vous, mais il ne faut pas mentir, il faut arrêter de mentir. Vous savez, les lycéens, ils ont besoin de personne pour les soutenir. La sélection, par manque de place, elle a toujours existé. Elle est pas normale. Il faut des fonds pour augmenter les capacités d'accueil pour éviter cette sélection par manque de place. Les attendus ne peuvent en aucun cas sélectionner. Et vous savez combien de jeunes ont été sélectionnés par manque de place en 2017 ? 7 000. Oui. On va créer 22 000 places en plus. Il y aurait 28 000 étudiants en plus. On imagine. Hein ? Qui ont ? Enfin l'État. Le chef de l'État s'est dit favorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution, sans pour autant préciser les implications d'une telle décision. Sandra Serquera. Un discours de fermeté qui coupe court à la majorité des revendications nationalistes. Seule l'inscription de la Corse dans la Constitution a été retenue par Emmanuel Macron. Toute la question est de savoir comment. Pour le chef de l'État, pas question que l'île quitte la France métropolitaine. L'idée serait d'enrichir l'article 72 de la Constitution, qui fixe le droit commun des collectivités, avec une motion sur la Corse. Dans l'article 72, le droit à la différenciation. Nous en avons beaucoup parlé avec eux, c'est-à-dire la possibilité, au fond, d'appliquer, je le fais simplement, les lois et les règlements différemment selon les territoires. Ça ne sera pas que symbolique, et c'est là aussi où il faut entrer dans le détail, ça peut donner lieu à de nouvelles responsabilités pour l'Assemblée et l'exécutif de Corse, mais dans la République. Une avancée jugée bien insuffisante par Gilles Simeoni, chef de l'exécutif corse. Notre revendication d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice est mentionnée dans notre projet et dans notre programme électoral. Dont acte, nous considérons donc que c'est une occasion manquée. Car c'est l'article 74 qui régit les collectivités d'outre-mer et même la Nouvelle-Calédonie engagée dans un processus d'indépendance qui a la faveur des nationalistes. Un scénario inenvisageable, assure le constitutionnaliste Didier Mauss. On peut aller un peu plus loin en termes de décentralisation, voire d'autonomie, mais on n'en fera pas, en tout cas dans la pensée de M. Macron, une région très particulière, que ce soit la Nouvelle-Calédonie en France ou la Catalogne en Espagne. Les élus insulaires qui acceptent de reprendre le dialogue ont 1 mois pour faire des propositions, afin que la disposition soit intégrée dans le projet de loi de révision constitutionnelle. Et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. On vient d'entendre les explications de Sandra Cerqueira avec cette annonce hier d'Emmanuel Macron qui se dit favorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Qu'est-ce que ça implique selon vous ? Ça peut impliquer beaucoup de choses et en même temps, comme le disait bien Didier Moss, ça peut impliquer des choses extrêmement différentes selon l'article dans lequel vous inscrivez la Constitution. Si c'est l'article 72, avec, à mon avis, il faut y revenir, une possibilité d'évolution de cet article 72 avec un droit de la différenciation, eh bien, la collectivité de Corse existerait dans la Constitution, nommément, ce qui déjà est important parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas revenir à une situation ancienne où la Corse était, au bout du compte, une région et des départements, donc une collectivité qui ne se distinguait pas des régions et des départements métropolitains. Donc ça inscrirait, ça sanctuariserait un peu cette spécificité, mais après, sur le fond, eh bien, il y aurait très peu de différence avec les autres collectivités. Vous avez l'article 73 qui régit ce qu'on appelle les DROM, donc des départements et des régions d'outre-mer qui ont déjà un peu plus de compétences et qui surtout peuvent, s'ils le souhaitent, dériver d'eux-mêmes sans révision constitutionnelle vers l'article 74 qui en fait est celui que visent les nationalistes parce que bien, c'est cet article qui leur permet d'avoir une partie du pouvoir législatif au sens de l'article 34, c'est-à-dire en excluant tout ce qui est régalien, et qui leur permet éventuellement également de disposer par un jeu de renvoi d'articles, article 73, préambule et article 53, peut-être un jour d'accéder à l'indépendance. Donc dans ces jeux-là, il y a malgré tout, dans ces jeux juridiques un peu obscurs, il y a de vraies conséquences. La voie qu'a semblé esquisser Emmanuel Macron hier serait une voie, on va dire, de compromis très limité, où peut-être il pourrait y avoir un nouvel article qui suivrait l'article 72, un article par exemple 72.5, qui permettrait de donner un peu plus de compétences à la Corse pour les missions qui, selon lui, notamment en termes économiques, il faut suivre le discours dans toute sa longueur, qui dure plus d'1 heure, l'économie était vraiment au centre. Donc dans ces domaines-là, qui permettraient de donner un peu plus de compétences à la Corse, mais en enlevant aux articles suivants, 73, 74, leurs dents d'une certaine façon, c'est-à-dire cette dérive possible vers l'indépendance, et l'acquisition d'un réel pouvoir législatif. Ça veut dire que si on passe par cet article 74, on va vraiment reconnaître les spécificités de la Corse, c'est ce que demandaient les nationalistes ? Si vous voulez, dans cet article 74, vous avez des collectivités, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, vous avez par exemple également Wallis et Futuna. À Wallis et Futuna, vous n'avez pas de communes, vous avez des royaumes. Vous avez 3 royaumes, des îles avec 3 royaumes, et chaque royaume est dirigé par un roi avec un conseil d'aristocrates. Donc ça permet vraiment d'avoir une diversité d'organisation, une diversité de compétences extrêmement importante, cet article 74. C'est d'une certaine façon un héritage de l'ancien empire colonial, avec du coup des organisations très différentes d'un État à l'autre. Donc, ça permettrait par exemple aux nationalistes, si on passait par cet article 74, d'intégrer par eux-mêmes la co-officialité de la langue corse avec le français ? Alors la co-officialité, non. C'est-à-dire que quand vous parlez de co-officialité, vous parlez réellement de l'usage d'une langue par l'administration et notamment par les services déconcentrés de l'État. Là, très clairement, ça relève de la Constitution de la République française et du coup là, ce serait impossible. Mais l'évolution à travers l'article 72 est déjà extrêmement importante parce que ce n'est pas l'article 72 tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme le disait bien Jacqueline Gouraud. Ce serait un article 72 qui permettrait le droit à la différenciation. Qu'est-ce que c'est le droit à la différenciation ? C'est-à-dire que les collectivités pourraient avoir des compétences différenciées et donc pourraient éventuellement acquérir une forme d'autonomie. D'ailleurs, certaines ne s'y trompent pas. Le président du Conseil régional de Bretagne aujourd'hui a dit « mais nous, cette autonomie-là, on en veut bien, autonomie fiscale ». Justement, c'est le risque. On voit bien que cela pourrait aussi constituer une sorte d'appel d'air pour les autres territoires. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on a vu à la fin du discours d'Emmanuel Macron une partie de la droite réagir en disant « l'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est une ouverture à un scénario à la catalane ». Ce n'est pas l'inscription de la Corse dans la Constitution qui constitue ce préalable. C'est cette idée de droit à la différenciation qui est déjà actée par le président de la République et sur lequel on ne débat absolument pas. Et là, si je peux faire un petit appel, on débat beaucoup du nombre de sénateurs, du cumul des mandats dans le temps. La vraie évolution et peut-être révolution de cette révision constitutionnelle, si elle a lieu, c'est ce droit à la différenciation. C'est peut-être bien, c'est peut-être très dangereux. Dans tous les cas, ça mérite réellement, pour les médias et pour les politiques, un vrai débat. Dangereux parce que ça pourrait mettre en cause l'unité de la République, Benjamin Morel. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on regarde les scénarios étrangers, l'Espagne, la Grande-Bretagne avec l'Écosse, etc., on se rend compte que ce qui mène justement à un engrenage, c'est pas
l'approfondissement de la décentralisation. Ce n'est pas le fait que les collectivités possèdent plus de compétences. C'est la différenciation de la décentralisation. C'est le fait de dire, eh bien, vous avez une identité plus importante, vous avez une identité qui est plus reconnue, donc vous avez plus de compétences. Là, toute collectivité, pour avoir plus de compétences, réclame, se revendique d'une plus grande identité. Et comme ça, eh bien, peu à peu, les partis régionalistes prennent le pas ou nationalistes prennent le pas sur les partis, on va dire, traditionnels. Et on rentre dans un engrenage. C'est ce qui s'est passé en Écosse, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de régions d'Espagne. Et donc là, il y a un danger. Et je vous citais tout à l'heure le président du Conseil régional de Bretagne. L'idée est simple. Pourquoi les Bretons ou les Auvergnats, pour parler de mon cas, auraient une identité moins forte et moins réelle que l'identité corse? S'ils ont une même identité, en tout cas une identité aussi forte, pourquoi avoir moins de compétences? Donc là, et sans bande du coup de la révision constitutionnelle. Donc là, il y a un engrenage qui est assez dangereux. Donc il faut discuter, je pense, de ce droit à la différenciation qui représente un vrai atout du point de vue de l'adaptation et du point de vue économique, mais qui représente à rebours un vrai danger du point de vue de l'unité de la République. Gérard Larcher, qui avait reçu l'exécutif corse, Gilles Simeoni et Jean-Guy Telamoni le 23 janvier, prenait un langage de fermeté, de vérité. Pour lui, seul l'article 72 peut servir de cadre de discussion. Pas question de parler de ces articles 73 et 74. Non, et c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron, encore une fois en donnant quelques gages d'ouverture, car Emmanuel Macron a entendu une partie du discours des nationalistes corses qui vise à dire oui, mais l'article 72, des adaptations seulement réglementaires, d'une différenciation seulement réglementaire, ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes de la Corse. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est chiche. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si vous pensez qu'il faut éventuellement transférer certaines choses de la collectivité de Corse, de l'État à la collectivité de Corse, mettons-le dans la Constitution, tentons de circonscrire ce dont vous avez besoin, de le mettre dans cet article, pour qu'il n'y ait pas justement, ce qui est une stratégie des nationalistes corse, un effet de glissade d'article 73 à l'article 74, à éventuellement demain, parce que l'article 74 peut y ouvrir, à l'indépendance. Première question pour vous, Laurence Cohen. Est-ce que vous soutenez cette position de ce groupe de travail du Sénat qui a finalement choisi de ne pas fixer de seuil à un âge minimum pour le consentement à un acte sexuel? D'abord, je veux dire que je n'ai pas eu le temps d'examiner les conclusions du groupe de travail puisque le rapport n'a pas encore été publié. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu effectivement une approche et un travail de fond. Puisque j'ai moi-même été auditionnée, donc ça je trouve ça tout à fait intéressant, mais je n'ai pas encore pu appréhender tous les détails. Et la seconde chose qui m'importe beaucoup, comme à bon nombre d'associations et de professionnels comme Muriel Salmona, c'est de savoir si effectivement cette loi... Une psychologue spécialiste des questions de violence. Voilà, à savoir si cette loi va réellement protéger les victimes, parce que moi, dans mon engagement politique, en tant que sénatrice, mais aussi en tant que militante féministe, je suis pour la protection des victimes contre les violences et a fortiori par rapport aux enfants. Donc je crois que c'est là-dessus qu'on doit s'interroger. Moi-même, j'ai déposé une proposition de loi qui fixait à 15 ans l'âge en dessous duquel je considérais qu'il n'y avait pas qu'il y avait contrainte. De ce groupe de travail sur les infractions sexuelles sur mineurs. Oui, pour l'instant, on en est aux préconisations de ce groupe de travail, préconisations qui ont sans doute vocation à être transformées en propositions de loi. Et il s'agit d'abord de mettre l'accent sur l'importance de la prévention et de la formation, mais aussi de faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de ses conséquences. Avec des cycles de reproduction, les victimes devenant à leur tour auteurs, et donc on a des cercles vicieux qui s'inscrivent. Et puis, de transcrire dans la loi un certain nombre de règles juridiques qui confortent la construction de la chambre criminelle de la Cour de cassation en introduisant une présomption de contrainte. Alors, on ne fixe pas l'âge arbitrairement à 15 ans, mais on conforte cet âge implicitement à 15 ans, puisque le Code pénal prévoit déjà des sanctions sur les mineurs, en cas d'atteinte sexuelle sur mineurs, en deçà de 15 ans. Et puis, le gros avantage de cette présomption de contrainte, c'est aussi qu'on inverse la charge de la preuve. Et donc, c'est principalement ces éléments-là que préconise le rapport, avec évidemment le sujet sur lequel on reviendra certainement du délai de prescription.
qui pourrait être allongée de 10 ans. On va y venir. On continue à parler justement sur cette question d'âge légal. Céline Parizeau, vous êtes surprise par la position du Sénat, par ses préconisations ? Disons que c'est assez original. Après, pourquoi pas effectivement y réfléchir. Pour nous, ça paraît plus intéressant le risque quand même d'acquittement par un jury populaire de la Cour d'assises. C'est ce que dit le Sénat de fixer cet âge. Le jury populaire est souverain. Voilà, ce sont des jurés issus de la société civile qui sont largement majoritaires dans un jury populaire. Ce sont eux qui décident. Effectivement, s'ils estiment que, en l'espèce, l'absence de consentement, la contrainte, rien n'est démontré, il y a effectivement un risque d'acquittement. Après, tout dépend des dossiers. C'est quand même le dossier dont on parlait est quand même extrêmement exceptionnel. Et effectivement, c'est un jury populaire, donc n'importe quel petit élément de fait peut entrer en ligne de compte. Et on n'a pas affaire à des magistrats professionnels qui vont pouvoir confronter ça à d'autres éléments plus facilement. Pour des citoyens, ce sont tout simplement des citoyens qui jugent, leur perception, elle est vraiment très liée aux faits qu'on va leur soumettre, à la manière dont les choses se sont passées. Et c'est vrai que l'âge, parfois, c'est finalement un élément parmi d'autres pour eux. Et c'est pas évident du tout de juger ce genre de faits, y compris pour les magistrats professionnels d'ailleurs. Martine Brousse, quel est votre sentiment ? Il faudrait fixer un âge minimal légal en France, comme c'est le cas dans d'autres pays européens ? La voix de l'enfant, en effet, a pris une position claire en disant que, proposant, et j'ai été aussi entendu par la Commission, en proposant que tout rapport sexuel d'un adulte avec un mineur de 15 ans, nous ne retenions pas le consentement. Par contre, là où nous nous interrogeons aujourd'hui encore, c'est la question des mineurs entre eux. Donc c'est vrai que pour nous, il n'y aurait pas de consentement jusqu'à 13 ans. Et après, nous serions pour étudier des seuils. Et aussi de renverser la charge. C'est-à-dire que ce soit aux mineurs qui agresseraient un autre mineur, d'apporter la preuve qu'il n'y avait ni contrainte, ni violence, ni surprise et autres. Je tiens quand même à dire pour vos téléspectateurs que la première affaire dont on parle de 11 ans n'est pas encore jugée. Elle passe le 13 février prochain et que pour le moment, nous ne savons pas encore si elle sera requalifiée ou pas. C'est ça aussi qui est important parce que, comme vous le disiez, il y a un vrai combat qui est mené aujourd'hui et qui n'est pas un combat de militants, qui est vraiment un combat de défenseurs des enfants. Et je crois que ça, c'est important parce que ça permet justement d'avancer sur ces questions qui se posent. Et nous avons un peu de crainte en lisant rapidement, comme chacun de vous, nous n'avons pas eu accès au rapport, nous avons un peu de crainte que tout reste un peu subjectif parce que le discernement... Alors Martine Brousse, justement, je vous propose d'écouter Philippe Bas qui a un peu exposé à Saveria-Roget que la position du groupe de travail, on l'écoute. Je pense que l'exécutif est allé trop vite. Des déclarations de ministres qui se sont multipliées, le chef de l'État lui-même, sur une question si sensible, amené à s'exprimer un samedi matin à l'Élysée en faisant un grand discours. Mais ce qui est très important pour nous, c'est pas tellement le code pénal. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants, certainement, qui souffrent en secret et en silence d'agressions sexuelles. Ceci est une réalité terrible et parfois même barbare. Il y a sur Internet des réseaux pédopornographiques qui diffusent des images horrifiantes. Ce qui est important pour nous, c'est de réussir à prévenir les agressions sexuelles par l'éducation. Et il faut vraiment se mobiliser en France pour traiter cette question de société comme une vraie question de société et non pas simplement comme une question de code pénal. Soyez certaines qu'il y a dans notre arsenal pénal déjà beaucoup de choses qui permettent de punir très sévèrement ce type d'agression. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de les prévenir efficacement, d'accompagner les victimes, de donner les moyens à la justice, à l'école, aux services sociaux, pour qu'ils puissent assister les familles, assister les enfants et les protéger vraiment efficacement.
Philippe Bas, le président de la commission des lois, le Sénat finalement a pris le temps du recul. C'est vrai qu'on peut estimer aussi que 15 ans, ça reste toujours une ligne un peu arbitraire en fonction de la maturité de l'enfant. Pourquoi protéger un enfant de 14 ans et 11 mois et pas un autre mineur âgé de 15 ans et 1 mois, par exemple? Écoutez, moi, quand j'entends les propos qui viennent d'être tenus, je ne suis pas vraiment d'accord avec ces propos. Pourquoi? Parce que quand on nous dit il y a déjà tout un arsenal au niveau du code pénal, certes, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de prédateurs qui échappent à des condamnations. Et ça, c'est la majorité. La réalité aujourd'hui, même si ce n'est pas inscrit, c'est qu'effectivement, on considère qu'en dessous de 5 ans, il y a contrainte, mais qu'au-dessus, voilà. Donc moi, je dis que ça, personnellement, et pas que personnellement, il faut que ça nous interroge toutes et tous. Moi, je considère qu'un enfant ne peut pas, d'une façon ou d'une autre, être considéré comme consentant à des rapports sexuels avec un adulte. Et j'appelle à ce que notre réflexion... C'est toute la question. Je dis que j'appelle, y compris à une réflexion sur le fait de cette problématique qui fait qu'il y a beaucoup de victimes qui restent malheureusement donc sans protection. Et ça, je trouve que c'est la responsabilité des législateurs, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est quand on légifère, quand on est sénatrice ou sénateur, quand on légifère, il faut que la justice, elle soit la même pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire. Or, comme ça, en prenant connaissance, mais de manière incomplète, des conclusions, et donc je vais m'y atteler de manière plus profonde une fois que je les aurai, j'ai l'impression qu'il y a une part à la subjectivité des magistrats. Alors, en premier lieu, je veux dire que l'exécutif national a pris des positions dans des délais courts, et il se trouve que les propositions du rapport sont plutôt convergentes. Et je veux redire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup du sujet d'actualité avec ces acquittements d'auteurs de violences, voire de viols, sur une mineure de 11 ans. Et il y a effectivement le sujet des prédateurs sexuels, avec jusqu'à 92 000 adresses IP qui sont connectées en recherche d'images violentes. Pédopornographiques. Et ces gens-là ont besoin de créer des images, d'en commander pour pouvoir en obtenir. Donc on voit bien la perversité du mécanisme. Et puis il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, et que vous pointiez, cette réalité de l'accès à la pornographie très jeune, sans formation, d'où la problématique de l'éducation, et de ces enfants qui ont une appréhension des rapports sexuels dénué de tout amour, dénué de toute tendresse, qui repose sur la performance et parfois sur la violence, à l'image de ce que peuvent être les films et les images auxquelles ils ont accès très facilement sur leur smartphone. Et il y a bien ces deux sujets et ces relations entre mineurs aussi. Et tout l'apport de ces propositions, c'est justement l'intelligence de ne pas fixer un seuil, de dire nous présumons qu'il n'y a pas de consentement pour un mineur. Mais c'est couplé aux textes existants qui punissent les relations sexuelles avec les moins de 15 ans. Ça permet une adaptation intelligente par le juge, puisqu'on parle du principe de non-consentement pour tous les mineurs jusqu'à 18 ans, en prenant en compte l'élément de différence d'âge. On voit bien qu'un gamin, mais si ça fonctionne avec la mécanisme, c'est toute la préconisation et l'intelligence de la préconisation, avec la jurisprudence qui prévaut et ce mécanisme-là, ça fonctionne très bien. Et on prend en compte l'élément de l'inversion de charge de la preuve. Mais en droit français, c'est ce que vous disiez, madame, il y a la problématique de ne pas présumer quelqu'un coupable. Et donc, cette présomption ne serait pas irréfragable. Elle serait simple. À l'auteur potentiel de démontrer qu'il n'avait pas conscience de la différence d'âge, ou au jeune auteur de 18 ans et 1 mois qui finalement a une relation consentie avec sans contrainte, avec une à peine mineure, se voit donner la possibilité d'apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de contrainte, malgré la différence d'âge. Donc on est vraiment dans le pragmatisme et l'efficacité du mécano. Pardon d'être un peu technique, mais on le devient vite. Il faut l'être, Arnaud de Belenet, on ne vous en veut pas. Céline Parizeau, justement, sur cette présomption de contrainte, qu'en pense la magistrate ?
Effectivement, c'est pas inintéressant à partir du moment où, comme le disait monsieur, c'est pas irréfragable. Il faut que l'auteur ait quand même la possibilité de démontrer qu'il est innocent, parce que ça existe aussi, des gens poursuivis sur des plaintes non fondées. Malheureusement, le point de départ, c'est quand même la grosse difficulté qui ressort d'ailleurs du rapport, c'est que 2/3 des plaintes pour viol ne sont même pas transmises en enquête, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve. Donc il ne peut pas y avoir de poursuite. Il y a un début d'enquête, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a aucun élément de preuve autre que la plainte finalement, ou presque rien, et on ne peut pas aller plus loin. Et effectivement, c'est ça le problème principal. C'est comment on fait pour que non seulement les victimes parlent, mais pour qu'elles parlent rapidement, qu'effectivement on puisse récupérer ces éléments, que tout le monde parle. Il n'y a pas que la victime qui doit parler, il y a son entourage, ceux à qui elle en aura parlé avant. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut garder une certaine souplesse, parce que fixer un seuil d'âge, pourquoi pas, mais là encore, on va rater des situations qui ne vont pas rentrer dans le seuil en question. Il y aura toujours un problème parce qu'une situation exceptionnelle à laquelle on n'aura pas pensé, la personne qui, on verra bien qu'elle aura commis les faits, mais on ne pourra pas la condamner, ou inversement, quelqu'un qui ne pourra plus démontrer, parce qu'il sera coincé par les seuils, que non, la relation, elle était vraiment consentie en fait. Martine Brosse. Je pense que notre droit français permet à la défense aujourd'hui de démonter un dossier quoi qu'il en soit. Donc je pense que ça, et nos pénalistes avec lesquels nous travaillons m'ont convaincu que même si on arrivait à une telle disposition de 15 ans, eux, en tant que pénalistes et surtout en défense, trouveraient le moyen d'apporter aussi des éléments de preuve comme quoi la personne qu'ils défendent n'était pas... que la personne... le jeune ou le mineur ou la mineure qui était mis en cause était consentant. Moi, je suis quand même frappée d'entendre dire que ça va faciliter pour les magistrats des décisions. Mais qu'est-ce qui les empêche? Aujourd'hui, on a pratiquement toute la législation. Pourquoi alors, pour connaître les deux, puisqu'on est partie civile dans les deux affaires, et une troisième, on parlera tout à l'heure des mineurs entre eux, où il y a un acquittement, alors que la jeune fille dit bien que c'était dans une soirée, on l'avait fait boire, etc., et que son petit ami et que le copain de son petit ami l'ont violée à plusieurs reprises, il y a acquittement. Or, dans les deux premières affaires de 11 ans, des deux de 11 ans, une qui n'est pas encore jugée, et la deuxième qui est passée aux assises. Le parquet a fait appel, donc il y a bien appel, mais les deux fois, les présumés auteurs reconnaissent les faits. Donc comment, face à des magistrats, des hommes et des femmes en responsabilité, ils peuvent concevoir qu'une enfant de 11 ans est consentante? Vous ne parlez pas de magistrat professionnel, vous parlez d'un jury. Non, je parle aussi de la première affaire qui a qualifié comme un délit. Or, pour nous, c'est quand même un viol, quand on a 11 ans avec un homme de 29 ans. Arnaud de Belenet, ensuite Laurence Cohen. Oui, je veux redire que les propositions qui sont faites, et notamment l'introduction de cette présomption de non-consentement, de tout mineur, moins de 18 ans donc, couplée aux dispositions existantes dans le Code pénal, et l'ensemble des autres propositions du groupe de travail permettent de répondre aux problématiques que vous avez soulevées, et je pense de manière très inventive et pragmatique. Mais ce qui me semble au cœur du sujet, c'est aussi et surtout l'accompagnement des victimes de manière décorrélée du procès pénal. Et nous avons collectivement, que ce soit dans les brigades de protection de mineurs, dans les unités médico-judiciaires, dans le recueil de la parole de l'enfant, est une vraie problématique en France, avec de l'excellence en région parisienne, à Saint-Malo, il y a de bonnes pratiques, mais une vraie problématique de formation et d'organisation de manière décorrélée du procès pénal. Et ça, c'est une des préconisations fortes, et vous me permettrez quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'insister sur la situation des mineurs handicapés. Quand on sait que plus de 80% des filles handicapées à handicap mental mineurs font l'objet d'atteintes sexuelles graves, que ça concerne 90% des autistes, on voit bien l'ampleur de la problématique de la prise en charge, de la formation des professionnels, mais aussi de la sensibilisation des parents et la problématique de la libération de la parole. Et ce groupe de travail met l'accent là-dessus, et s'il y a une proposition de loi et un écho médiatique, je pense que c'est avant tout et surtout la libération de la parole, le fait de porter plainte et d'inciter à porter plainte, parce que même si les faits sont prescrits et même s'il n'y a pas de condamnation, les enquêteurs ont besoin d'accumuler un certain nombre de témoignages parce que ça contribue à la preuve. Lorsqu'il y a un récidiviste
un prédateur récidiviste, la preuve se fait aussi par la multitude de témoignages, même si les faits sont prescrits. Même s'il n'y a pas de condamnation, sur un cas unique, ça vaut le coup de porter plainte, et ce message-là mérite d'être porté très fortement. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est la réflexion de ce groupe de travail qui va d'ailleurs dans le sens des réflexions qui ont lieu aussi au niveau de la délégation aux droits des femmes du Sénat et de bien d'autres endroits où il y a cette volonté d'aboutir. Mais je veux dire qu'il ne faut pas mettre en opposition prévention, éducation, etc. Ça, c'est essentiel. Formation des magistrats, c'est absolument fondamental, comme des policiers, des enquêteurs. Voilà, des enquêteurs. Vraiment, ça, on est toutes et tous d'accord. Là où on va être moins d'accord, c'est quels moyens on leur donne dans un moment où les restrictions budgétaires sont énormes, mais on ne va pas ouvrir ce débat-là. Mais on est tous d'accord là-dessus. Ceci dit, moi, j'attire l'attention de chacun et de chacune sur le fait qu'on est en train de parler. Les victimes, là, ce sont des enfants. On est en train de parler des enfants, donc on est quand même sur une non-protection des victimes. Et le fait qu'il y ait un seuil d'âge qui soit proposé par un certain nombre de propositions de loi de parlementaires de différentes sensibilisées, c'est pas atypique à la France, puisque si on regarde nos voisins européens, on a tendance à le faire sur d'autres législations, on s'aperçoit que dans les pays voisins, eh bien, ils ont légiféré sur un seuil qui va de 13, 14, 15 ans. Donc, ça n'est pas une réflexion complètement dénuée de fondement loin s'en faut. Après, moi, ce que je crains, et je le redis, c'est pour ça qu'il faut fouiller les préconisations et peut-être aller plus loin, ce que je crains, justement, c'est qu'on s'en remette trop à la subjectivité. À partir du moment, en tout cas, l'expérience me montre que quand les choses ne sont pas cadrées, et les témoignages, enfin, on a reçu en audition Emmanuel Piette, on a reçu des tas de professionnels par rapport au viol, et notamment sur les enfants, c'est dramatique. Et donc là, on n'est pas... Déjà, c'est difficile de libérer la parole des victimes de violences et de viols quand on parle d'adultes, de femmes, mais quand on parle d'enfants, on est sur un autre terrain où le silence est quand même très fort. Est-ce que les magistrats, Céline Parizeau, sont demandeurs de ce cadre légal? Est-ce qu'il faut fixer un âge légal comme le font nos voisins européens? Demandeurs, non, on ne s'y oppose pas. Pourquoi pas, je dirais. Après, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, s'il y a une présomption, elle ne soit pas irréfragable, c'est-à-dire qu'on puisse démontrer le contraire. Parce qu'il faut pouvoir couvrir toutes les possibilités. Voilà. Après, s'il y a un âge, nous, on applique la loi. Hein. Si un âge est fixé par la loi, il n'y a évidemment pas de problème. Ce sera juste une manière différente de traiter le dossier, mais juridiquement parlant. Mais il n'y a pas de difficulté sur la fixation d'un âge. Martine Brousse, une disposition qui va faire consensus, c'est l'allongement du délai de prescription pour justement les viols sur mineurs. Là, les préconisations du Sénat, c'est de passer de 20 à 30 ans. Là, vous êtes d'accord? Nous l'acceptons, mais nous pensons qu'il faut s'en arrêter là. Parce qu'il ne faut pas non plus créer des illusions pour des victimes. Parce que faux espoirs, elles vont des faux espoirs, elles vont penser parce que plus les années passent, plus les éléments de preuve disparaissent. Et nous pensons en tous les cas à la voix de l'enfant qu'il est important, et c'est pour ça qu'il faut partir dès le plus jeune âge, mais nous pensons qu'il ne faut pas aller au-delà de 30 ans. Par contre, pour les délits, nous nous réjouissons que ça soit prolongé, parce que souvent, même s'il n'y a pas eu, il n'y a pas de degré dans l'horreur, mais s'il n'y a pas eu viol, souvent d'autres atteintes sexuelles peuvent être très traumatisantes pour un enfant. Et il nous paraît donc important qu'on ait aussi remonté cet âge-là. Mais nous pensons qu'il ne faut pas aller au-delà. De 10 à 20 pour les agressions sexuelles, c'est la deuxième proposition. Par contre, je pense, et juste pour revenir sur le point d'avant, qu'il est important que ces mesures qui seront prises, quelles qu'elles soient, n'auront de sens que si on forme. Si les magistrats sont formés, si les enquêteurs sont formés. C'est intolérable. Nous venons de faire une formation en Bretagne, je tairai la ville, 25 gendarmes. Sur les 25 gendarmes dits enquêteurs, 4 étaient formés. 4. Ça fait partie, ça, des propositions du Sénat, à encourager la spécialisation des magistrats, Arnaud de Belenet. Absolument. Et pas seulement des magistrats, aussi des forces de police et puis de l'ensemble des accompagnants. Le sujet de la prescription mérite un petit retour. On a entendu parler d'une demande, on a entendu la demande de l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité, c'est mettre ces drames
au niveau du crime contre l'humanité et bouleverser l'harmonie et crimes de guerre. Et bouleverser l'équilibre, l'organisation harmonieuse de l'ensemble des délais de prescription qui a été reprise il y a à peu près 1 an et demi en France. À l'inverse, maintenir la prescription, c'est ne pas répondre au problème de l'amnésie post-traumatique. Maintenir les délais actuels, c'est ne pas répondre à l'amnésie post-traumatique. On oublie les faits à 80% intégralement quand on est victime, à 60% en grande partie. Et il faut du temps pour réaliser ce qui s'est passé. Et allonger la prescription de 10 ans, passer de 20 à 30 ou de 10 à 20 en fonction de la nature des atteintes, viol ou agression, eh bien ça laisse le temps de ce retour sur l'oubli. Et ça, c'est un élément qui me semble assez important, assez pragmatique et équilibré également.